Donc voici la dernière séance du séminaire qui accompagne le cours de cette année, cours consacré à la rhétorique sur les migrations, les polémiques sur les migrations. Je vous ai, je crois, au cours de ces différentes séances, initié à pas mal d'auteurs spécialisés dans l'analyse du discours, l'analyse des controverses, l'analyse de la rhétorique, et à plusieurs reprises, évidemment, à l'occasion de ces séances, je vous ai cité les manuels de Ruth Amosi. Je rappelle que son manuel sur l'analyse du discours en est maintenant à sa 4e édition depuis l'été 2021 et que ce manuel ne cesse de s'enrichir. Donc, j'ai également cité aussi les travaux de Roselyne Coren, que je suis très heureux de pouvoir accueillir également. Nous allons, on avait un peu quitté les questions migratoires dans les séances précédentes du séminaire. Cette fois-ci, donc, dans cette dernière séance, nous allons revenir sur la question des migrations. Alors évidemment, la question des migrations ne cesse d'évoluer, puisque maintenant nous avons la question des réfugiés ukrainiens. Nous avions eu les réfugiés afghans au mois d'août. Auparavant, les réfugiés syriens, et on perd beaucoup d'énergie à essayer de rétablir la vérité sur ces choses-là. Je rappelle que, par exemple, nous avons accueilli peut-être 30 000 Syriens, si on compte les demandes d'asile qui ont été enregistrées et qu'on y ajoute les relocalisations. Et donc, en gros, la France a accepté à peu près 3% des 17% de Syriens qui sont allés dans l'Union européenne. 3%, 17%, c'est quand même une très très faible fraction de l'ensemble des réfugiés syriens, dont l'immense majorité, je le rappelle, sont actuellement en Turquie, au Liban, en Jordanie. L'Ukraine, c'est 44 millions d'habitants, alors que la Syrie n'en avait que 22 avant la guerre, donc c'est quand même 2 fois plus important. Les prévisions que font les gens de l'OCDE, que j'ai rencontrés il y a 2 jours, sont qu'on pourrait bien avoir 10 millions de réfugiés ukrainiens au rythme auquel les choses se passent actuellement. Et les 3 quarts vont se retrouver dans les pays voisins et le quart restant va être distribué en Europe. Si on applique le schéma selon lequel la France devrait prendre sa part de l'accueil des réfugiés, je cite la formule d'Emmanuel Macron, eh bien à ce moment-là, on aurait dû accueillir à peu près 300 000 Syriens. C'était notre part, puisque nous sommes 13% de la population de l'Union européenne, nous sommes 17% à peu près du PIB européen, donc c'est un peu la fourchette que l'on pourrait définir. On aurait dû en accueillir 300 000 plutôt que 40 000. Vous voyez les différences d'ordre de grandeur dès qu'on essaie d'établir ce que serait une participation de la France qui serait proportionnelle à notre population, à notre richesse, voire à la superficie du pays. Eh bien, avec l'Ukraine, ce serait encore davantage. Si on accepte les projections de l'OCDE, on serait à 1 demi-million, quelque chose comme ça, hein, si la France prenait véritablement sa part. Bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a des diasporas ukrainiennes très fortes au Portugal, en Italie, etc. Et bien sûr, la façon dont les diasporas, dont les réfugiés vont se répartir entre les pays d'Europe va oui, également dépendre de la localisation des diasporas, c'est évident. Donc, vous voyez les multiples facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors ça, c'est mon côté démographe, c'est mon côté homme attentif aux faits et qui essaie d'opposer les faits au discours, qui essaie d'étudier l'écart, parfois vertigineux, qui sépare les discours des réalités, particulièrement en période électorale. Alors, ça n'est pas le propos de Ruth Amosi, pas davantage celui de Roselyne Coren. Vous analysez les argumentations, vous dressez une sorte d'inventaire un peu systématique des types d'arguments, et avec une certaine neutralité, c'est-à-dire essayant d'exposer de façon aussi honnête que possible la diversité des arguments qui sont échangés, y compris les arguments les plus extrêmes, vous essayez de nous montrer comment fonctionne la polémique, comment fonctionne le dissensus. Et là, eh bien, vous nous exposerez vos théories, mais enfin, dans un de ses derniers livres, l'apologie de la polémique, Ruth Amosi défend l'idée que la polémique, malgré tous ses excès, malgré tous ses débordements,
parfois épouvantable, malgré les attaques ad hominem qui peuvent aller extrêmement loin, eh bien, a quand même un rôle positif, permet quand même l'expression d'un certain nombre de points de vue, et finalement aboutit, selon la formule de Rotamo-Aussi, à nous amener nous amène à gérer le dissensus plutôt qu'à postuler le consensus. Voilà, nous devons vivre avec le dissensus, et d'une certaine manière, ça fait partie de la démocratie. C'est au fond la leçon fondamentale que Rotamo-Aussi tire, et nous allons voir comment elle va appliquer cette approche à la petite polémique un peu artificiellement entretenue, enfin, c'est ce qu'on verra, ce sera objet de discussion avec le public peut-être tout à l'heure, la fameuse histoire des flux migratoires irréguliers que dont le président Macron voulait nous protéger la France, dans un discours qui a été prononcé le lendemain de l'entrée des talibans à Kaboul, le 16 août 2021. Et puis ensuite, je passerai la parole à Roselyne Coren, qui est elle aussi, comme Rotamo-Aussi, donc spécialiste de l'analyse du discours, mais peut-être avec une tournure davantage philosophique. Elle a écrit un très beau livre qui se trouve à la librairie Hermann, là, le long de la Sorbonne, sur rhétorique et éthique. Et elle s'intéresse en particulier à la façon dont la hiérarchie des valeurs ou les inversions de valeurs, finalement, nourrissent, alimentent les polémiques, et elle va l'appliquer à la question des migrations dans un instant. Donc, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir accueillir deux chercheuses, deux professeurs aussi, d'une telle qualité, et j'ai le sentiment qu'avec elles, nous finissons en beauté cette série de séminaires sur la rhétorique migratoire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, Ruth, je vous invite à prendre la parole. Bonjour à tous. Je voudrais bien sûr d'abord remercier François Héran qui nous a accueillis avec tous les déboires que nous avons eus, la Covid-19, la séance reportée. Merci François de votre patience. Mais je voudrais aussi remercier François Héran d'avoir fait entrer l'argumentation au Collège de France, qui est vraiment pour moi quelque chose de très très important. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la polémique publique à partir donc de ce cas des flux migratoires irréguliers et voilà. Et poser la question que François Héran avait posée au départ, c'est le titre qu'il nous avait donné et qui est « À quoi bon la polémique ?» dont je voudrais effectivement vous parler à partir des travaux que j'avais effectués et de cet ouvrage de 2014 qui, à ma grande joie, a été aussi traduit en anglais, « In Defense of Polemics ». Alors, voilà ce que je vais faire, plus ou moins. Je vais d'abord rapidement donner une définition de la polémique, présenter mes questions de recherche et le corpus, et puis on va passer à l'étude de cette polémique, d'abord métalinguistique, c'est-à-dire sur l'usage même de l'expression les flux migratoires irréguliers. On va regarder les argumentaires et leurs logiques alternatives, et puis on va s'intéresser aussi à ce qui se passe dans les échanges en ligne, y a-t-il ou non dialogue. On va regarder une polémique qui cible essentiellement Emmanuel Macron, la dominem, et puis je voudrais donner une grande importance au rôle des médias qui font un cadrage politicien, je vais en reparler, avec le refus d'une recherche d'équilibre. Et donc, en conclusion, on va essayer de répondre deux questions. Au fond, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler le différend? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à un accord par une parole raisonnée? Et puis, quelles sont finalement les fonctions de la polémique? Bon, alors, très rapidement, ce sont des choses que vous connaissez. Dans nos démocraties, nous donnons beaucoup d'importance à la délibération. La délibération, elle, est l'examen raisonné des arguments. Donc, des arguments qui viennent soutenir un point de vue quand il y a une discussion, quand il y a des points de vue divergents sur une question de société qu'il faut résoudre parce qu'il faut bien se mettre d'accord pour pouvoir prendre des décisions et agir. Or, la polémique est présentée comme bloquant le consensus parce qu'elle confronte les thèses antagonistes, elle dichotomise, c'est-à-dire que pour elle c'est noir ou c'est blanc, elle polarise ces deux groupes, nous contre eux, elle jette le discrédit sur l'adversaire,
et elle s'accompagne souvent de passions et de violences verbales. Donc, pour moi, néanmoins, la polémique n'est pas quelque chose qui est hors argumentation, comme on le dit souvent. La polémique est bien une modalité particulière de l'argumentation, celle qui favorise le choc des thèses antagonistes. Et, comme le disait tout à l'heure François Héran, nous ne sommes plus dans la recherche du consensus, on est dans la gestion du dissensus. Alors, deux questions, si vous voulez. Au fond, si elle ne permet pas de résoudre les différends, quel bénéfice peut-elle bien apporter? Et la deuxième question que je me suis posée, que je ne m'étais pas tellement posée avant et qui est importante, c'est qu'est-ce qui, au fond, dans le fonctionnement de cette polémique publique, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque l'examen raisonné des arguments en vue d'un accord? Voilà, je vais essayer de réfléchir à tout ça à partir de l'exemple donc d'Emmanuel Macron, qui, au lendemain de l'entrée des talibans à Kaboul, a dit qu'il fallait se protéger des flux migratoires irréguliers qui, vous vous en souvenez peut-être, a provoqué un véritable tollé. Alors voici l'allocution, enfin cette partie de l'allocution d'Emmanuel Macron. La déstabilisation de l'Afghanistan risque également d'entraîner des flux migratoires irréguliers vers l'Europe. La France, comme je l'ai dit, fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés. Nous prendrons toute notre part dans le cadre d'un effort international organisé et juste, mais l'Afghanistan aura aussi besoin dans les temps qui viennent de ses forces vives, et l'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature. Bon, voilà donc cette partie de l'allocution. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les réactions à cette allocution, mais uniquement dans les 3-4 jours qui ont suivi immédiatement cette prise de parole, donc un ensemble d'articles, de journaux, de chaînes télévisées, à peu près 70 textes, quelques forums de discussion en ligne, et puis des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, et j'ai essayé de travailler à partir de là. Alors, là aussi, assez rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, d'abord, il y a eu une polémique sur les mots, ça s'appelle la polémique métalinguistique, c'est-à-dire sur l'expression même. Alors, vous savez que le flux, voilà, c'est cet écoulement normal ou pathologique d'un liquide organique ou une marée montante, mais le sens qui nous intéresse, nous, c'est une grande abondance de choses ou de personnes qui semblent couler. Par exemple, un flux de paroles ou un flux migratoire. Bon, maintenant, les flux migratoires irréguliers, c'est un cliché. C'est un cliché qui est déjà ancien, qu'on utilise dans la langue institutionnelle, dans la langue administrative, politique. On peut le trouver dans tous ces exemples que je vous ai donnés, le portail sur les données migratoires, les documents de l'OIM, donc l'Organisation internationale pour la migration, qui fait, comme vous le savez, partie des Nations Unies, etc. Et quand on lui rajoute irrégulier, évidemment, on se réfère à la situation des nouveaux arrivants, pas à la nature des flux. Et irrégulier signifie qu'il n'est pas conforme aux lois, aux règlements. Donc, il y a un problème, il y a un problème qu'il faut résoudre. Bon, alors, autour de ce cliché se déclenche cette polémique. Donc, en fait, nous arrivons, je vais reprendre tout d'abord, si vous voulez, quelque chose qu'a dit M. Bernardo, qui a parlé ici chez François Héran, et qui a fait un bel article sur cette métaphore figée, en disant qu'elle fonctionne comme une opération de naturalisation. Ce qui est important, c'est que cette opération est déshumanisante. Donc elle déshumanise les migrants, elle les transforme en une sorte de masse, une masse indifférenciée en mouvement. Et donc il se désole de voir qu'elle est utilisée pour rendre tangible une menace de submersion. On file la métaphore, une submersion, des vagues migratoires. Alors bien sûr, s'il y a une menace de subversion, il faut l'endiguer, c'est clair. Il faut un endiguement, une canalisation, etc. Donc, on ne s'étonne pas que ce cliché soit devenu une formule. Quelle est la différence? C'est que le cliché, c'est juste une figure de style figé, alors que la formule, selon Crick-Planck, est une sorte de figement quasi incontournable. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet particulier, on passe toujours par une certaine expression. On a l'impression que, voilà, on ne peut plus parler de ça sans cette expression. Cette expression, cette formule comporte des enjeux sociaux importants,
puisque là, il faut savoir, on va accueillir les migrants, on ne va pas les accueillir. Et donc, elle est dotée d'un grand potentiel polémique, hein, c'est la définition de la formule. Alice Krige, elle, avait travaillé au départ, c'était au moment de, après la guerre d'ex-Yougoslavie, sur la formule purification ethnique. Alors, voilà la polémique métalinguistique, et voilà ce que dit Aurélien Taché, flux migratoire irrégulier. C'est donc ce terme que les femmes et les hommes qui s'accrochent aux ailes des avions à Kaboul auront inspiré à Emmanuel Macron. Sur Twitter, quand tu parles de flux, il s'adresse à Macron, hein, tu veux dire des femmes et des hommes ou des animaux de l'informatique, genre des flux, quoi. L'humanité, la décence, ça ne te parle pas toi, apparemment. Ou alors, ensuite, le dernier, où sont les humains dans ce discours comptable? Les victimes, un flux. Donc, vous voyez ici, j'ai juste choisi quelques exemples de gens qui s'indignent contre l'expression l'utilisation de cette expression. Alors, ce qui m'intéressait, c'est que j'ai trouvé un exemple où on avait un cliché contre un autre cliché. Donc, c'est Christian Paul, l'ancien ministre socialiste, qui dit « Quelle que soit l'ampleur de ces exils, ils ne sont pas des flux migratoires irréguliers, mais des cohortes d'êtres humains sujets de droit qui frappent à la porte d'États détenteurs d'obligations. » Bon, je n'ai pas le temps d'épiloguer sur cette citation, mais vous voyez que lui, il parle de cette image, de ce cliché, des gens qui frappent à une porte. Hein. Ils frappent à une porte, il faut leur ouvrir, puis ça rejoint peut-être un imaginaire chrétien du Christ venant frapper à la porte, et c'est tout à fait deux clichés qui s'opposent diamétralement. Bon, alors, au-delà de cette polémique sur l'expression même, hein, que j'ai appelée métalinguistique, et qui est très abondante, mais enfin quand même limitée, je voudrais parler des argumentaires. Alors, par argumentaire, j'entends une constellation d'arguments, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'arguments qui forment bloc pour défendre une position et puis l'autre. Ces arguments, ils sont reliés entre eux, mais pas de façon très très forte, hein, c'est assez lâche, et donc on peut les combiner différemment. Et voilà, nous disons, c'est un cliché, que c'est un arsenal, hein, une sorte, Angelou, il disait un arsenal rhétorique. C'est une sorte d'arsenal virtuel dans lequel les locuteurs peuvent puiser. Donc, il n'y a pas de liste hein, de ces arguments, mais l'argumentaire se forme à partir de la circulation des discours, c'est-à-dire de la répétition de ces mêmes arguments. Et donc, voilà, on a ce répertoire d'arguments et de raisonnements. Bon, donc, je vous parle de la circulation des discours. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des intervenants ? Ça veut dire que quand ils entrent dans la danse, c'est-à-dire quand ils commencent à polémiquer, à discuter, eh bien, ils vont se nourrir des discours qui circulent déjà. Donc, si vous voulez, ils vont utiliser ce que nous appelons du déjà dit et ce qu'on peut appeler aussi du déjà pensé. Et alors, quand ils choisissent leurs arguments, automatiquement, ils s'alignent sur un camp ou ils s'alignent sur l'autre camp, sur le camp du proposant ou sur le camp de l'opposant. Ce qui fait que par le choix même, si vous voulez, des arguments, la sélection, ils se positionnent dans des camps antagonistes. Bon, alors, les argumentaires en confrontation contre l'accueil. Type de raisonnement, vous avez des raisonnements d'ordre matériel économique qui vont reposer essentiellement, je vais expliquer tout de suite, sur le topos du possible et de l'impossible, et sur des arguments pragmatiques. Les arguments pragmatiques, vous avez déjà dû en parler, ce sont tout simplement des arguments par la conséquence, et en l'occurrence par la conséquence négative. Donc, telle chose est mauvaise pour nous. Donc, si nous faisons, l'accueil des flux migratoires va provoquer cette chose qui est très mauvaise pour nous, et donc, il ne faut pas pratiquer cet écueil. Bon, alors, commençons par le topos du possible et de l'impossible. Hein, comme on dit chez nous, à l'impossible, nul n'est tenu. Premier argument,
La France a une capacité d'accueil limitée, elle ne peut pas recevoir tous ceux qui fuient leur pays, on ne peut pas héberger toute la misère du monde, on en parlait tout à l'heure. Autre chose, la France est actuellement dans une situation difficile, donc elle n'a pas les ressources, qu'il faut pour accueillir un très grand nombre de migrants. L'argument par les conséquences négatives. Les migrants seront accueillis aux frais du contribuable. Bon, voilà une très mauvaise conséquence, c'est-à-dire c'est nous qui allons payer. Ou alors, les bénéfices que l'État va offrir aux migrants, ils vont l'être au détriment des Français. Bon, par exemple, même qui dit, voilà, mon fils attend un logement depuis si longtemps et il n'a pas moyen d'y arriver. Maintenant, ces gens vont venir, ils vont bénéficier, eux, d'un logement, c'est pas normal, etc. Donc, ça, c'est l'argument par les conséquences négatives, ce qui va arriver si on fait entrer tous ces migrants. Alors, là-dessus, se greffent les arguments par la peur, qui, entre nous, sont aussi des arguments par les conséquences négatives, c'est-à-dire que les conséquences négatives sont tellement horribles qu'elles évoquent en nous la terreur. Il s'agit du danger que représentent les migrants, donc ils font peser une menace sur la France. Pourquoi ferait-il peser une telle menace sur la France? Ce sont des arguments que vous avez déjà bien entendus très souvent. Leur culture est inassimilable. Donc, s'ils viennent en masse, évidemment, ça va perturber le mode de vie des Français. Leur culture est moyenâgeuse, ça va faire rétrograder la France. Ils ont une vision des femmes et du sexe qui est une catastrophe pour la France et qui menace les Françaises. En plus, ils sont violents, donc ils vont introduire ou en tout cas renforcer la violence en France. Alors, si on va jusqu'au bout, ça va amorcer le grand remplacement, l'expression tellement à la mode maintenant, c'est la fin de la culture française. Et en plus, il y a un risque de terrorisme parce qu'il y a sûrement des talibans, disent-ils, qui se sont glissés parmi eux. Donc, vous voyez que les migrants afghans représentent un danger pour la France, pour son homogénéité culturelle, son identité nationale, ses principes démocratiques et progressistes, sa sécurité, son unité et, à la limite, ses chances de survie. Ce n'est pas rien. Et il y a aussi un topos du préférable qui dit « ce qui est proche est plus important que ce qui est lointain ». Il faut protéger les Français avant de protéger les Afghans. Il faut donner les ressources disponibles aux Français avant de les donner à des étrangers. Il faut régler les problèmes intérieurs, ceux de la France, avant de s'occuper du problème des autres, des problèmes extérieurs. Et alors, que dit-on en faveur de l'accueil? Ce sont des raisonnements éthiques qui sont fondés sur des valeurs humaines et des valeurs éthiques liées à la nation. Ces valeurs vont servir de prémisse à des antimèmes, c'est-à-dire à des syllogismes manquants, du genre de « la valeur X doit être respectée, or recevoir les migrants permet de respecter cette valeur, donc il faut les recevoir ». Alors, les valeurs humaines, quelles sont-elles? L'aide au prochain, bien sûr, liée à la compassion. On ne peut pas refuser l'accueil à des gens en détresse, en danger de mort. Le respect du droit d'asile. Les migrants sont des demandeurs d'asile et le droit d'asile doit être respecté sur le plan légal et moral. Et puis la responsabilité morale, parce qu'au fond, ces gens ont aidé les Français, ils se sont mis en danger et nous devons les aider à notre tour. C'est une question de responsabilité. Et à la limite, certains parlent d'un devoir de réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en fait, si tout ça est arrivé, c'est à cause de l'ingérence des puissances occidentales et la France a eu sa part dans tout ça. Et donc, finalement, tout ce qui arrive, c'est le résultat de sa politique extérieure et il faut qu'elle en assume la responsabilité. Il y a aussi là-dedans des valeurs nationales de type éthique. Nous savons que la France est le pays des droits de l'homme, donc il faut qu'elle soit à la hauteur de sa réputation, et il y va de l'honneur de la France
et de son image. Donc, en gros, vous trouvez des jeux d'opposition récurrente, les migrants comme danger versus les migrants comme victimes, les Afghans comme autres versus les Afghans comme êtres humains, l'argument par la peur sur le pathos versus l'argument par la compassion, la priorité à la protection des citoyens français versus la protection des persécutés dans le monde, et les valeurs locales et nationales versus les valeurs humaines universelles. Alors, il y a aussi des arguments qui sont liés à la situation particulière, comme vous l'avez vu ici, puisqu'ils nous ont aidés, nous sommes redevables, nous sommes responsables de leur sort, sinon c'est la trahison de l'État français. Et dans l'argumentaire défavorable, il y a, en fait, ils doivent rester chez eux pour se battre, ils ne méritent pas d'être accueillis s'ils désertent leur poste, et puis si les talibans ont pu revenir, c'est que la majorité de la population leur est favorable. Ce n'est pas moi qui dis tout ça, c'est ce que j'ai recueilli. Donc, l'argument contre l'accueil est aussi fondé sur des prémices éthiques et patriotiques. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est qu'ils considèrent que pour se réfugier en France, il faut en avoir le droit moral. Ce n'est pas juste qu'il y a une juridiction et des principes humanitaires. Non, il faut le mériter. Et qu'est-ce que ça veut dire le mériter ? Eh bien, les gens qui font preuve de bravoure, de dévouement, on peut les recevoir, mais quand même pas les déserteurs. Et accueillir ces migrants serait, au fond, prêter la main à un acte de désertion. Et puis ensuite, comme ils sont obscurantistes et favorables au principe des talibans, ça dispense de les accueillir. Bon, ce que vous avez vu, c'est que malgré ces quelques variantes, ces arguments, vous les connaissez. Ce sont des arguments récurrents. Ils sont utilisés dans d'autres débats. Ils sont utilisés sur le même sujet, donc la migration, et ils sont recyclés pour la circonstance. Alors, est-ce que le fait d'être recyclés les invalide ? Non, pas du tout. Ça n'invalide pas leur validité, ce n'est pas parce qu'on dit la même chose que ce n'est plus valide, et ça n'affirme pas non plus leur force. En fait, les locuteurs qui reprennent ces arguments, ils font un acte d'appropriation, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment le sentiment que ces arguments leur appartiennent en propre, que c'est leurs arguments, qu'ils reflètent leur pensée personnelle. Et c'est évidemment très important dans la polémique. Maintenant, malgré cela, le fait qu'on exploite un prêt-à-penser, ça donne un sentiment d'évidence. Ce qui se répète, qui paraît, on dirait, voilà, ça va de soi. Or, quand on s'inscrit dans le déjà dit, ce sentiment d'évidence, il ne va pas nous encourager à réexaminer la question. On va en fait continuer notre propre raisonnement sans beaucoup tendre l'oreille à ce que disent les autres aux tentatives de réfutation de l'adversaire. Et alors, cela d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'aligne sur un argumentaire pour ou contre, et cet alignement nous donne un sentiment d'appartenance, une identité de groupe dont je vais reparler. Bon, eh bien passons maintenant un petit peu à ce qui se passe dans les réseaux sociaux et sur Internet. Le refus du dialogue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les internautes dialoguent rarement avec l'adversaire, et en fait, le plus souvent, ils ne s'adressent pas à lui. Ils vont mettre leur voix en commun. Pourquoi faire ? Eh bien, en fait, pour discréditer l'autre. Finalement, ils vont reconduire des divisions existantes. Mais vous ne trouvez pas ce que nous attendons d'un dialogue, c'est-à-dire quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui lui répond sur son argument. Bon, alors voilà, par exemple, comment ils se mettent ensemble pour discréditer la gauche. La gauche fait honte à la France, toujours aussi démagogique, naïf et ignorant des réalités qui les gênent. Le gauchisme tue ce pays à petit feu. Ah, les gauchos, ils sont hilarants, toujours la même rengaine, on se demande s'ils y croient vraiment. Emmanuel Macron a entièrement raison. Certains ont la mémoire courte. Et les attentats, les crimes, les prêtres et les professeurs égorgés, par qui ces crimes ont-ils été perpétrés ? Vous voyez, dans Valeurs actuelles, le poison gauchiste, une maladie française. Bon, alors, dans ce discrédit
de l'autre, vous trouvez une hostilité invétérée qu'éprouvent les gens de droite à l'égard de ces gauchos, et d'ailleurs c'est réciproque, bon, je ne vais pas le démontrer, mais ils éprouvent une hostilité réciproque à l'égard des modes de pensée et de voir de l'autre. Et ici, on est dans l'indignation contre la dite démagogie de la gauche, son aveuglement, puisque ça met la France en danger, et en plus, manque de réflexion, etc. Il les appelle des crânes mous. Et tous ces sentiments, qui sont bien enracinés, essayent de susciter les mêmes sentiments dans l'auditoire. Donc, nous sommes ici dans l'usage de ce que la rhétorique appelle le pathos. En même temps, en faisant cela, que fait la polémique? Bien sûr, elle divise, mais aussi elle rassemble. Elle rassemble parce que tous les gens qui pensent la même chose et qui s'expriment pour dire la même chose, eh bien, ils vont se rallier autour d'un étendard. Même si c'est des gens très différents, qui ont des points de vue très différents, ils s'accordent sur une position dans la polémique et du coup, ils vont former ce qu'on appelle une communauté virtuelle, une communauté virtuelle ad hoc, évidemment, pour ce cas précis. Bon, alors ce qui est intéressant, un autre point, c'est que cette polémique que j'ai retrouvée partout donc, sur Internet, en fait, elle se déchaîne moins contre l'adversaire, c'est-à-dire contre ceux qui défendent la thèse contraire, que contre Emmanuel Macron. Tout se concentre sur Emmanuel Macron, avec des arguments ad hominem. Et ce qui est intéressant, c'est que les internautes des deux bords vont accabler le président, ils vont reprendre des arguments puisés dans l'arsenal du pour et du contre et vont accuser Macron. Alors, les uns l'accusent de ne pas ouvrir la France aux réfugiés, et puis les autres, ils l'accusent de ne pas être fiable. Ah oui, il dit qu'il va fermer les portes, mais on n'en croit rien, il ne tient jamais ses promesses. Mais ils sont tous contre lui. Alors, le camp de gauche, c'est une faute permanente, ce type. Comment, dans des moments aussi graves, ne peut-il pas être plus humain vis-à-vis d'un peuple qui souffre, au lieu de débiter des phrases creuses sur les flux migratoires? La France découvre son président déconnecté, un sans-cœur, un monstre froid, totalement à côté de la plaque. Le concours des xénophobes. Ah bon, alors vous avez ce hashtag qui a circulé partout à partir de Edward Snowden, Emmanuel Le Pen, ça ne peut pas être vrai si c'est une erreur de traduction, etc. Alors, dans l'autre camp, qu'est-ce qu'ils disent? Il va accueillir bon nombre de réfugiés, comme il le fait depuis son élection. Ça étonne quelqu'un? Que de la merde, comme d'habitude, il est temps qu'on le vire, sinon il va nous rapatrier tous les Afghans. Il n'y a rien à retenir de son discours, sauf qu'on va se préparer à recevoir en masse des Afghans. Encore plus d'étrangers sur notre sol à nourrir avec nos deniers. Que Macron compte ses jours, parce que là, ras-le-bol de sa connerie. Bon, alors, vous voyez que quelque part, on a fait dévier la discussion. C'est-à-dire qu'on se concentre moins finalement sur les arguments pour et contre que sur la personne de Macron, avec une hostilité et une défiance marquée envers le dirigeant, au-delà de l'événement discuté. Donc, vous avez ici une dimension affective, une dimension anti-Macron, si vous voulez, une dimension affective qui impacte le débat. Et c'est intéressant parce que, en fait, si vous voulez, ce qu'on attendait d'un échange réglé d'arguments est remplacé par quoi? Par des vagues d'accusations. Vous avez vu, ça va parfois, c'est très violent, ça peut aller jusqu'à l'injure. Et c'est enraciné dans des sentiments négatifs contre Macron, des sentiments qui existent avant, bien sûr, envers la personne du dirigeant, ici de Macron, mais souvent en France envers tout dirigeant, si je peux me permettre. Et je voudrais maintenant, ayant vu tout cela dans l'Internet, je voudrais passer aux médias et également au rôle des médias. Donc, ici, nous avons quelque chose d'important sur lequel je voudrais insister, et qui est la construction de la polémique publique par les médias. Sélection, ils vont découper un thème, mise en visibilité, ils vont le monter en épingle, structuration, ils vont mettre les positions face à face, nomination, ils vont dire c'est de la polémique. Donc, on le voit dans les intitulés, partout, ils mettent cette formule en intitulé, nous protéger des flux migratoires importants, la petite phrase de Macron qui ne passe pas,
Afghanistan, tollé à gauche après les propos de Macron sur les flux migratoires irréguliers. Le chef de l'État était la cible des critiques, enfin, etc., etc. Donc c'est dans tous les intitulés. L'utilisation du mot polémique, une vive polémique que l'exécutif tend d'éteindre apparemment avec peu de succès. Il a suffi d'une phrase pour que la polémique naisse. Et puis la dramatisation, la crise afghane fracture la classe politique. La classe politique se déchaîne déjà sur la crise migratoire afghane. Et il y a aussi une polémique sur la procédure de découpage et de lecture tronquée. Parce qu'on reproche de manipuler l'information, d'arrêter la vidéo quand on veut. Il faudrait citer tout en entier. Je sais que c'est difficile pour vous, mais essayez de mettre la phrase entière, etc. Donc, c'est les internautes qui accusent la presse. Et c'est Macron lui-même aussi, puisqu'il dit qu'on veut détourner sa parole. Et il répond « Je ne vais pas faire des commentaires sur des commentaires basés sur des dépêches tronquées ». Et il propose aux gens de prendre 11 minutes pour l'écouter. Bon, donc les journalistes, en plus, qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est le plus important, je crois. Ils vont cadrer la polémique en la situant essentiellement sur le plan politique et électoral. Donc, ils ne vont parler que de ça, la France se préparant à entrer en campagne pour la présidentielle de 2022. Et partout, vous trouvez cela, à 8 mois de l'élection, la campagne présidentielle. Donc, en fait, ils ne parlent que des jeux de positionnement politique. Alors, ces considérations électorales ont un poids considérable parce qu'ils vont recouvrir la question de la validité des propositions avancées sur l'accueil des Afghans, ce qui fait que le président n'a pas du tout l'air d'avoir délibéré, pesé le pour et le contre, mais c'est juste un positionnement sur l'échiquier politique qui est déterminé par des jeux de force partisans et des impératifs électoraux. Donc vous voyez que l'image du gouvernement démocratique est ici projetée, donc une sorte de logique de positionnement qui n'est pas du tout d'ordre délibératif. Cette interprétation politicienne a des répercussions très sérieuses sur les internautes parce qu'ils reprennent tout cela en cœur. Les élections se rapprochent, on commence à brosser le poil de l'électorat d'extrême droite, etc. Donc vous retrouvez ça partout. Et on est dans une structure oppositionnelle en termes politiciens, c'est-à-dire que Macron indigne la gauche, par exemple, sur l'immigration, voilà. La gauche s'insurge des propos d'Emmanuel Macron, le discours d'Emmanuel Macron indigne la gauche, dérange la gauche, et donc partout ils accentuent le caractère extrême et affectif des réactions à gauche, les propos indignent, scandalisent, ils suscitent des attaques axiologiques, et les responsables en question sont nommés avec leur titre et leur fonction, comme vous pouvez le voir ici, je ne pourrai pas le lire, mais tous, ils se disent sidérés, indignés, etc. Et voilà, on voit les acteurs politiques, on est aussi sur le plan des acteurs qui sont absolument horrifiés, soi-disant, par ces déclarations d'Emmanuel Macron. Donc nous sommes dans un jeu de positionnement préélectoral qui montre la façon dont chacun prend position dans un champ déjà structuré, avec une formule incriminée vue comme un glissement vers l'aile droitière, et puis aussi un refus de la décommunation, c'est-à-dire on garde l'opposition, on veut la garder. Et toutes les tentatives de défendre une autre position, comme ceux qui disent, mais en fait, entre ceux qui veulent accueillir tout le monde et ceux qui ne veulent accueillir personne, on essaye de trouver une position d'équilibre humaine et responsable à la fois, eh bien, tout ça est présenté comme un jeu de funambule sur sa corde raide. Donc voilà Macron qui, en fait, joue les équilibristes pour contenter la droite et la gauche, évidemment, mais contentant tout le monde. Bon, et on reprend aussi le « en même temps », le fameux « en même temps » de Macron, c'est-à-dire que si au départ c'était une tactique qui permettait une conciliation,
c'est ici présenté comme une incapacité à trancher, une paralysie de l'action. Voilà. Alors, je vais arriver maintenant à mes conclusions. Je crois qu'il me reste encore quelques minutes. Tout d'abord, première conclusion sur l'improbable résolution du différend par le logos. Autrement dit, je veux dire que si on essaye de dénoncer les arguments fallacieux, eh bien, ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Parce que cette polémique, nous l'avons vu, elle se déroule dans différentes dimensions, simultanément. Elle ne se déploie pas seulement sur le plan rationnel. En fait, il y a des arguments qui sont ancrés dans des considérations pratiques, éthiques, politiques, politiciennes, électorales, en prise sur des questions identitaires et des affects forts. Donc c'est un véritable écheveau qu'il faudrait démêler. Et en fait, ces différents plans interfèrent, si bien qu'il ne faut pas regarder ça juste comme un simple échange d'arguments dont il nous suffirait d'évaluer la validité logique. Ils complexifient le débat, ils le font dévier de la droite de la ligne de la raison pure, et puis ils investissent d'enjeux qui dépassent la recherche d'un accord sur le raisonnable. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé, c'est cette histoire d'arguments et d'effets d'évidence, c'est-à-dire qu'on est dans l'évidence et que du coup les gens ne regardent pas beaucoup quels sont les arguments qui leur sont opposés, d'autant plus que ça devient identitaire, et là, du coup, changer d'avis, ce serait carrément une conversion et pas juste un changement d'opinion. Le troisième point, et c'est important, c'est le rôle des médias, cette mise en scène en termes politiciens, qui détourne l'attention du problème discuté. Donc, on va se braquer sur des jeux de positionnement, sur des jeux de pouvoir, et est-ce que, évidemment, est-ce qu'il est possible d'amener les médias à changer leur façon de faire? Cela me semble assez problématique. Alors, l'orientation protestataire et les attaques contre Macron, le pathos, le fait que tout ça est nourri d'une très grande hostilité préexistante aux dirigeants, c'est-à-dire que souvent on s'inscrit là vraiment pour protester, pour parler, vilipender Emmanuel Macron, avec une forte veine, affective, qui fait tout refluer sur le dirigeant, sur le président. Et bon, quand on en arrive là, on se dit, oh là là, donc voilà un écheveau qu'il est difficile de démêler. Est-ce que la polémique sert encore à quelque chose? Et ma réponse est néanmoins que oui. À quoi bon la polémique? Elle a des fonctions sociales. Elle a des fonctions sociales, bon, elle sert à un jeu de positionnement politique. Nous avons vu que ça n'aide pas beaucoup à résoudre le problème, mais néanmoins, c'est une fonction sociopolitique importante. Elle exacerbe des thèses, c'est-à-dire qu'elle étale sur la place publique tous les arguments pour et contre, qui deviennent de plus en plus très, très visibles aux yeux du tiers, c'est-à-dire du public qui les entend et qui doit quelque part se décider, surtout les indécis, bien sûr. C'est vrai qu'elle polarise, elle crée des communautés d'opinion. C'est vrai qu'elle polarise, mais en même temps, ça lui permet de créer des communautés d'opinion. C'est-à-dire c'est un instrument de ralliement, elle tisse, si vous voulez, du lien social. Elle est un vecteur de protestation, parce que dans une société démocratique, il faut qu'on puisse protester, comme nous le voyons de plus en plus. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Et de ce fait, elle permet une forme de participation à la vie publique. Et alors surtout, ça je pense que c'est le point essentiel, elle est un mode de désaccord dans l'espace démocratique. Alors ce mode de gestion du désaccord dans l'espace démocratique me semble extrêmement important, même si on n'arrive pas à un accord, même si même on ne recherche pas vraiment un accord, parce que nous sommes dans un espace, dans l'espace d'une démocratie pluraliste, qui est la nôtre. Et dans cette situation, les opinions, les présupposés idéologiques, les intérêts, les allégeances identitaires diffèrent. Elles sont nécessairement en tension. Elles ne peuvent pas être définitivement réconciliées. Et alors, comment assurer un vivre ensemble ? C'est-à-dire, comment peut-on vivre ensemble dans une telle situation
sans passer évidemment à ce qu'on nous brandit tout le temps ces derniers temps, c'est la menace de la guerre civile. Comment ne pas verser dans cette violence? Et c'est en fait le rôle de la rhétorique que d'empêcher de verser dans cette violence. C'est parce que la polémique permet justement une coexistence dans le dissensus, elle permet à tous ceux qui pensent différemment de se confronter par la parole et pas par les armes. Et de ce point de vue-là, elle est essentielle dans une démocratie qui autorise justement la liberté de parole et la polémique, et justement la polémique. Et je pense que vous connaissez, ou vous avez entendu parler de beaucoup de pays où la polémique n'a pas cours, où elle est interdite, où tout le monde dit et pense la même chose, ou soi-disant, et ce n'est en général pas très bon signe pour la démocratie. Voilà, je vous remercie.